nos performances intellectuelles. Au-delà de la prévention, est-ce que les aliments peuvent soigner, voire même nous rendre de bonne humeur? Alors, pour répondre à toutes ces questions, je vous propose d'accueillir donc le docteur Daniela Cotta, responsable de l'équipe Balance énergétique et obésité au neurocentre Magendie de Bordeaux. Donc, docteur Cotta. Stéphane Schneider, responsable de l'unité de support nutritionnel du CHU de Nice. Et le professeur Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie et d'addictologie, chef des services de psychiatrie et d'addictologie des hôpitaux Bichat et Maison Blanche, et auteur de l'ouvrage Les 4 saisons de la bonne humeur, donc paru chez Jean-Claude Lattès, et que vous retrouverez également donc, dans notre librairie. Et pour animer ces échanges, Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du Point. Je vous propose de les applaudir. Voilà, ils s'installent. Et Jérôme, donc, bonjour Jérôme, et je vous passe tout de suite la parole. Donc on va tout savoir sur manger mieux pour penser mieux et être plus heureux, si j'ai bien compris. Voilà, alors on va essayer d'être dans la convivialité, parce que d'abord on est à Nice, et ensuite parce que le thème de la table ronde s'y prête. Donc je suis ravi d'accueillir ces personnalités. Certains viennent de loin. Je tiens d'abord à saluer Daniela Cotta, parce que elle fait l'aller-retour depuis Bordeaux pour cette table ronde. Donc c'est quand même, voilà, l'aller-retour dans la journée, c'est quand même sympa, il faut le dire. Elle est partie très tôt ce matin. Merci voilà. beaucoup. Le professeur Lejoyeux, lui aussi, qui vient de Paris, vous savez, le professeur Lejoyeux est un éminent psychiatre, et en plus qui a fait des best-sellers, on va en parler tout à l'heure, et qui... Je ne les ai pas tous cités. Voilà, et qui donne des clés vraiment pour utiliser au mieux son cerveau. Et puis Stéphane Schneider, qui est venu, alors lui aussi une autre forme de courage, c'est-à-dire qu'il a remplacé au pied levé Olivier Guérin, qui malheureusement a été pris sur d'autres obligations. Donc voilà. Tout de suite, on va aller de plein pied dans le sujet avec vous, le professeur Lejoyeux. Je vous conseille vraiment, parce que moi je me suis régalé, c'est le cas de le dire, ce livre du professeur Lejoyeux qui s'appelle Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que c'est un best-seller en librairie, dans lequel le professeur Lejoyeux donne un peu d'astuces, de choses pour optimiser au mieux son cerveau, et surtout pour que vous dites qu'on a une réserve en nous de joie de vivre, si on peut dire, qu'on n'utilise pas toujours à bon escient. Donc avant de rentrer tout de suite dans l'alimentation, qui est évidemment une partie forte de ces réserves, il y a quand même quelques trucs, vous nous dites, hein, c'est bien d'être entouré de la mer bleue et du soleil, de végétaux, enfin voilà, le contexte est très important pour l'optimisation cérébrale. Oui, absolument. Notre cerveau perçoit beaucoup de stimulus en dehors de l'alimentation. Par exemple, il y a une étude tout à fait récente sur la couleur des assiettes. Vous voyez, on a fait une expérimentation. Vite, on va en parler après. Ouais, mais on va. C'est la couleur rouge. Alors, on va commencer par cette histoire. C'est-à-dire que on a fait l'expérimentation. On a comparé ce que mangeaient les gens quand ils mangeaient dans des assiettes rouges, blanches ou bleues, et on s'est aperçu que quand on mangeait dans des assiettes rouges, une sorte de phénomène de contrôle cérébral dont on ne connaît pas. Je parle sous le contrôle de Laurent. Alors j'ai peur de parler de neurologie. Vous savez, quand les psychiatres parlent de neurologie sous le regard d'un neurologue, donc je demande l'indulgence et du public et de mes collègues bien plus compétents que moi sur le cerveau. Tu as le droit de crier à un moment et de venir m'arracher le micro. On s'est aperçu que le cerveau intégrait cet interdit de couleur ou ce phénomène de modération, et que sensiblement, quand vous mangez dans des assiettes rouges, vous mangez moins de junk food, moins de cacahuètes, de tous ces trucs vis-à-vis desquels on ne peut pas se contrôler, et vous mangez plus sainement. Mais alors, est-ce que vous êtes plus stressé quand vous avez des assiettes rouges? En tout cas, c'est pas apparu dans l'étude, ça, le fait qu'on soit plus stressé. Alors, on va revenir tout à l'heure justement sur la couleur des assiettes, et notamment à l'hôpital, Stéphane Schneider. Mais d'abord, donnez-nous sur l'alimentation. Il y a des choses qui nous font plus de bien. Alors, c'est vrai que vous avez vendu votre livre sur les cornichons, puisque vous avez dit que pour être en meilleure santé, il fallait manger des cornichons.
Et ça vous a un peu collé un peu à la peau, si je puis Ouais, dire. ça a été absolument terrible. Si vous voulez, je vous raconte pas mes arrivées en salle de garde à l'hôpital après avoir fait un livre et avoir parlé à la télévision des effets du cornichon. Enfin, voilà, j'ai encore eu récemment quelqu'un m'appelant pour un documentaire sur le cornichon. Est-ce qu'on peut voir? On m'a dit que vous étiez un spécialiste, etc. D'où vient cette histoire de cornichon qui est pas simple à gérer? Elle vient de grandes études épidémiologiques faites auprès de centaines de milliers de personnes aux États-Unis, qui montrent, notamment chez des jeunes Américains, que les jeunes de bonne humeur et de mauvaise humeur ne mangent pas la même chose. Donc c'est très simple, on fait un inventaire de ce qu'ils mangent, on analyse la prévalence de leur anxiété, de la dépression, du niveau de stress, et on voit des aliments qui sont plus fréquents dans un sens que dans l'autre. Si on veut être un tout petit peu sérieux, ce sont des études de corrélation et pas de causalité, mais on a été un tout petit peu, voilà, on est passé de l'un à l'autre. Mais en tout cas, il y a certains aliments qu'on a retrouvés de manière significative plus fréquemment chez ces jeunes Américains, centaines de milliers. Donc on finit par avoir une vraie sensibilité. Et dans ces aliments, il y a le cornichon. Désolé, mais effectivement, il est apparu. Il y a tout ce qui, au fond, va faire travailler la flore intestinale et le microbiote. Donc les pickles... Le deuxième cerveau et l'intestin. Voilà. Mais ça, mon collègue gastro en parlera mieux que moi. Les yaourts, les pickles, la choucroute et le cornichon. C'est un peu ces 4 aliments. On est encore très étonné et on se demande comment il faut analyser ces résultats, mais qui ressortent associés à la bonne humeur. Et si vous me permettez d'un mot, on a aussi trouvé des aliments qui sont plutôt associés à une augmentation de fréquence de la dépression. Là encore, c'est beaucoup des études chez des ados américains qui ont, vous savez, les études américaines, comme ils intègrent beaucoup des populations très nombreuses, ont des résultats qui vont sortir de manière plus significative. Et on a trouvé que la consommation, alors si vous avez des ados, faites attention à manier cette info avec précaution, la consommation de plus d'1 litre de soda sucré par jour, le régime hamburger, frites, soda, est retrouvé associé significativement à plus de risques de dépression. Donc, vous voyez, cette idée au fond que des aliments un peu sains, du vert, au fond on retombe sur une sorte de bon sens psychonutritionnel, si je peux le dire comme ça, qui va retrouver plus de bonne humeur. Alors, certainement pas, moi je n'irai pas jusqu'à dire qu'un aliment est un médicament, mais en tout cas, dans la manière dont on mange, c'est ce qu'on disait sur cette machine à fabriquer de la bonne humeur, notre mode de vie, notre manière d'être, notre manière de penser détermine complètement l'état neurobiologique de notre cerveau. Merci professeur Lejoyeux. Alors parler de choucroute alors qu'il fait très beau à Nice aujourd'hui, oui. C'est osé et audacieux. Je vous félicite déjà pour ça. Daniela, donc en fait, vous dites que notre cerveau est notre tour de contrôle et donc Oui, agit de façon très forte pour la régulation de notre alimentation. Tout à fait. C'est plutôt intéressant parce que je m'occupe de la neurobiologie de l'obésité et du diabète et quand on parle avec les personnes, même les patients qui souffrent de ces pathologies, ils n'arrivent pas normalement à y réfléchir sur le fait que le cerveau est le chef d'orchestre de notre comportement alimentaire et de notre métabolisme. Parce qu'effectivement, tout ce que nous introduisons dans notre organisme, donc les nutriments, sont bien capables d'arriver à les différents circuits neuronaux qui s'occupent du contrôle de notre comportement alimentaire et surtout au niveau de l'hypothalamus, qui est une des structures clés qui dans notre cerveau s'occupe de la régulation de notre balance énergétique. Et ensemble aux nutriments, il y a aussi les hormones qui sont produites en relation à ce que nous mangeons. Et les hormones ont des effets très importants, très forts sur le contrôle d'une partie de notre comportement alimentaire, donc de la quantité d'énergie que nous allons introduire dans notre organisme et de l'autre partie aussi de comment nous allons utiliser cette énergie, donc si l'énergie va être dépensée, si l'énergie va être stockée sous la forme de masse grasse dans notre organisme. Et je voulais aussi revenir un petit peu sur ce que le professeur disait sur l'effet de cette association entre l'effet d'être plus ou moins heureux et ce qu'on mange. Parce que
Effectivement, les nutriments ne sont pas uniquement des substrats d'énergie, mais sont aussi des signaux qui sont utilisés par nos cellules. Donc, elles sont bien capables de modifier des cascades moléculaires intracellulaires et par conséquent d'altérer les fonctionnements cellulaires. Et dans ces cas particuliers, le fonctionnement cellulaire des neurones ou des circuits neuronaux qui s'occupent du contrôle de notre comportement alimentaire. Voilà. Stéphane Schneider, alors vous avez aussi, alors vous êtes plus, enfin vous êtes gastro-entérologue, hein, donc plus sur la nutrition et le contrôle nutritionnel. Quand vous entendez le professeur Lejoyeux nous donner son ordonnance alimentaire, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense beaucoup de bien parce vous préconisez les cornichons, vous aussi Oui, j'aime beaucoup les cornichons. Et la choucroute aussi. C'est très bien les cornichons. Ce sont des plats niçois bien connus d'ailleurs. Alors, c'est un des avantages de la mondialisation. On peut manger niçois à Paris et alsacien à Nice. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai. Ce que j'apprécie beaucoup dans la démarche de Michel, c'est sa réserve. C'est le fait de ne pas dire, par exemple, manger du curcuma, basé sur des expériences chez la souris. Alors qu'on a calculé que pour avoir un effet bénéfique très hypothétique du curcuma, il faudra en consommer 300 grammes par jour. Vous imaginez le goût. Donc, il faut toujours savoir raison garder. Et quand on part sur des expériences très intéressantes chez l'animal, d'abord sur des cellules chez l'animal, et après on arrive à de l'épidémiologie, c'est dont parlait Michel, et après finalement on arrive sur de la clinique et sur des études d'intervention. Et c'est vrai que quand on regarde pour une étude d'intervention, c'est pas comme donner un médicament à quelqu'un qui est malade et voir mesurer l'effet au bout d'un mois. Pour que l'alimentation ait des conséquences, il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc c'est très très difficile de donner des conclusions factuelles. Il y en a une que je peux vous donner, mais qui est triste, parce que c'est purement de la maladie, mais c'est... En France, on consomme à peu près 9 grammes de sel par jour. Et on sait très bien qu'on consomme trop de sel, beaucoup plus que de besoin, et qu'une des conséquences, c'est l'hypertension, et puisqu'on parle de neurologie, les accidents vasculaires cérébraux. On sait que si on passait de 9 grammes à 6 grammes, sachant qu'on a besoin de 3 grammes à peu près, hein, mais si on passait juste de 9 grammes à 6 grammes, 35 000 morts de moins en France par an d'accidents vasculaires cérébraux. Donc ça, c'est de la donnée dure, je dirais. Et le sel, il y en a partout. Après, je pense qu'effectivement, il y a des profils, et Michel parlait de la mer et parlait de toutes les beautés qu'on a ici à Nice. Et on a des façons, plutôt que des aliments, on a des façons de s'alimenter. On a des façons de s'alimenter, et on a bien montré que pour les maladies neurologiques fréquentes, que sont les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le fait de consommer une alimentation de type méditerranéen permettait très clairement de prévenir les choses. Alors pas de passer à un risque zéro, évidemment. Il y a d'autres facteurs, en particulier génétiques, mais on améliore les choses. Et dans la façon on parlait des assiettes tout à l'heure, et en préparant cette table ronde, vous parliez vous des barquettes à l'hôpital. Hein, oui. Vous êtes bien placé parce que voilà, vous dites il y a une façon de manger aussi à l'hôpital et très 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 mauvaise. On mange couché dans des barquettes, quoi. Exactement. On s'entend la stomie ou les problèmes du voisin en mangeant seul, en mangeant pas forcément chaud, et en mangeant dans ces barquettes plastiques qui sont vraiment pas idéal, parce que là, bon, pour le coup c'est blanc, donc c'est assez neutre, mais en tout cas ça va pas stimuler l'appétit. Mais là on passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je pense que c'est plus important de s'intéresser à la prévention qu'après au traitement. Mais les deux jouent. Mais par rapport à ce que disait Daniela tout à l'heure sur le contrôle par le cerveau, c'est vrai que le problème global, c'est aujourd'hui l'offre. C'est aujourd'hui l'offre. L'offre est tellement importante, et finalement sur des dizaines de milliers d'années d'évolution, l'homme s'est retrouvé en situation de suroffre depuis 50 ans. Donc c'est très nouveau. Donc effectivement, il y a des évolutions qui ne sont pas forcément toutes génétiques, parce qu'on n'a pas le temps de changer nos gènes, mais en tout cas, on arrive... Et quelque chose, sans faire évidemment de publicité, mais une marque de fast-food bien connue s'est mise à vendre des sachets de fruits, et c'est devenu, en France, chez l'enfant, la première source de consommation de fruits.
Le maximum de fruits, c'est pas les fruits qu'on achète au marché, c'est les fruits qu'on achète chez ce. C'est des pommes, mais c'est des quartiers de pommes. C'est des quartiers de pommes, c'est déjà coupé, c'est beaucoup plus simple. Alors, Michel Lejoyeux, quand même, page 117 de votre livre, vous préconisez le curcuma, hein, quand même. Je tiens. Oui, prudemment, mais je parle sous le regard de mes collègues. Il y a une chose que je préconise sans aucune modération et que dans ma pratique de psychiatre, je vois qu'on oublie de plus en plus, c'est la nouveauté. Je vois aujourd'hui de plus en plus des gens qui ont trouvé le bon régime alimentaire ou ce qui leur apparaît le bon régime, dont ils ont exclu qui le sucre, qui le gluten, qui des tas de choses, et qui se mettent à manger tous les jours le même plat, qui devient une sorte de médicament, de potion, qu'on mange, mais plus du tout avec du plaisir, mais de manière religieuse. Et alors, puisqu'on parle de cerveau, il y a un effet que nous ont appris les neurobiologistes taquins, qui est l'effet Coolidge. L'effet Coolidge, c'est la stimulation, y compris des zones dopaminergiques, par la nouveauté. On a besoin de nouveauté. Et 2 secondes pour vous faire rire, quand même, vous raconter qui était Coolidge. Coolidge était un président des États-Unis. On parlait beaucoup des présidents à l'époque. Beveridge Coolidge ? Ah, je ne connais pas par son petit nom, vous êtes bien plus... Non, il y avait Beveridge Coolidge. Ah ben ça doit être lui. À mon avis, il n'y a pas eu deux présidents Coolidge aux États-Unis. Walter Coolidge, peut-être. En tout cas, il visitait un poulailler. L'histoire vient de là. Et elle a inspiré les neurobiologistes comme ça. Visiter un poulailler, monsieur Coolidge. Et il dit au patron, il était avec madame Coolidge, et il dit au patron du poulailler, comment faites-vous pour que vos poulets, vos poules soient aussi actifs, se reproduisent autant? Et le patron du poulailler dit, vous savez, les poulets, tous les jours, sont actifs sur les poules. Et madame Coolidge se retourne vers le patron du poulailler et dit, vous devriez le dire à monsieur Coolidge. Et président Coolidge, quand même, qui visite le poulailler, qui se dit, je veux pas me laisser faire comme ça, publier. C'est pour cet après-midi, hein, mais demain. Vous allez voir où j'arrive. Continue à demander au patron du poulailler, mais qu'est-ce que vous faites pour que vos poulets soient aussi actifs? Il dit, tous les jours, on leur donne une nouvelle poule. Et monsieur Coolidge, vous devriez expliquer ça à madame Coolidge. Tout ça pour dire, au-delà de cette blague qui a donné l'effet Coolidge en neurobiologie, tout ça pour dire que nous avons besoin de nouveautés. Faisons attention à ce que nos recommandations alimentaires ne nous transforment pas en des mangeurs tristes et répétitifs en permanence du même aliment. Daniela, alors la nouveauté, le plaisir, évidemment, ça fait partie, et c'est très important. Effectivement, je voulais rebondir un petit peu sur ce concept-là, parce que c'est vrai tout à fait que les moments où on mange quelque chose qu'on n'a jamais mangé avant, il y a un pic de dopamine dans notre cerveau. Et c'est très important parce que c'est la façon que notre cerveau a de nous dire que cet aliment est bon pour nous, est plein d'énergie, est plein de calories. Et il faut surtout, revenant à ce que Stéphane disait, se souvenir qu'il faut manger. On ne peut pas ne pas manger parce qu'il faut manger pour la survie de l'organisme, donc de l'individu, mais aussi pour la survie de l'espèce. Donc c'est clair qu'à niveau de la neurobiologie qui contrôle notre comportement alimentaire, il y a des mécanismes très très forts, même implicites, qui nous amènent à consommer quelque chose de nouveau, quelque chose de riche en calories, parce que c'est engrané dans nous le fait que c'est important de reconnaître un aliment qui est plein d'énergie, parce que ça va nous donner la possibilité de survivre plus longtemps. Le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle l'obésité est une pathologie de type environnemental, c'est dû à l'échange que nous avons créé dans notre environnement, c'est le fait qu'on est surexposé à beaucoup d'aliments différents. On est devenu ce que les Américains appellent hoarders, donc on peut accumuler des aliments parce que maintenant dans nos maisons on a des frigos, on a des freezers, donc il n'y a pas de problème, on peut manger à toutes les heures de la journée. Et ça a un impact parce qu'on n'a pas de substrat biologique qui nous permet de faire face à cette surexposition à la nourriture. Alors, juste avant de passer la parole à Stéphane, Michel, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des tryptophanes? Voilà, ce nom barbare qui surgit dans votre livre très fluide. Ah oui, alors le tryptophane, c'est le chocolat, on va le dire simplement. Quand même, notre principale source de tryptophane, c'est le chocolat noir. Pas seulement, les œufs, la noix de coco, les bananes. Ouais.
Et tout à fait. Et ça a donné lieu à la première grande expérience sur les effets de l'alimentation sur l'humeur. Ça se fait chez le rat, ça se fait évidemment pas chez l'homme. Un régime, vous mettez des rats auxquels vous interdisez l'accès au tryptophane pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, vos rats ont tous les signes extérieurs de la dépression. Ça veut dire quelque chose, la dépression chez le rat, mais je parle, et vous savez, en tout cas, ils vont plus explorer l'environnement, plus avoir d'activité motrice, et donc, pourquoi? Parce que le tryptophane, et c'est un très beau modèle en ce sens-là, se transforme en 5-hydroxytryptamine qui est la sérotonine. Donc, le tryptophane est la molécule de base qui nous permet de fabriquer cette fameuse sérotonine dont on a absolument besoin pour être de bonne humeur. Et ce qui est intéressant, c'est que toute notre sérotonine vient de ce qu'on va manger. Alors, il ne faut pas s'inquiéter du tout. Il n'y a pas de régime normal qui soit dépourvu en tryptophane. Il n'y a pas besoin d'aller se charger en tryptophane. Il n'y a aucun effet antidépresseur du tryptophane. Mais ça nous rappelle à quel point sont connectés notre alimentation, notre tube digestif, que nos collègues et copines de Beaujon appellent deuxième cerveau, et notre cerveau. Donc, pour un certain nombre de molécules, notre cerveau doit, pour avoir ces molécules de la bonne santé, les recevoir dans l'alimentation. Donc c'était un vrai thème, quoi, alimentation, cerveau et humeur. Alors avant de revenir sur le second cerveau qu'est l'intestin, je voulais savoir, Stéphane, des questions très concrètes. On passe souvent maintenant de la boulimie au jeûne. Le jeûne devient un des aspects importants de la modernité. Il y a tout un business qui se crée autour de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de manière sanitaire, si je peux dire? Si vous voulez, je pense qu'on a au niveau du réseau Nutrition, Alimentation, Cancer, Recherche, réalisé, il va être publié très, très bientôt, un recueil sur un état de l'art sur jeûne et cancer, et ça compte aussi pour les régimes cétogènes et ainsi de suite. Je pense que dans notre société obèse, puis je vous rappelle quand même que la moitié des Français est obèse ou en surpoids, je fais partie, représentatif. Et en fait, le fait de jeûner périodiquement, je dirais pourquoi pas. Alors après, ça a des conséquences neurologiques en particulier, c'est-à-dire que, tout comme on dit, attention, l'enfant qui saute le petit déjeuner, ses capacités intellectuelles en fin de matinée sont très mauvaises par rapport à celui qui a petit déjeuner. Bon, bah là, c'est pareil. Moi, j'aurais pas confiance en un chirurgien qui aurait jeûné, par exemple, avant de m'opérer. Mais ça, vous ne le savez pas forcément. Mais ça, on ne sait pas forcément, exactement. Tant mieux, un psychiatre, c'est pas si grave. Tu sais, on perd pas grand-chose. Le psychiatre qui écoute, c'est pas si grave. Effectivement. Nous, on est à peine plus mauvais à jeun que nourris. Mais par contre, là, et donc là, à la limite, je dirais même qu'il y a des travaux qui sortent en parlant d'effets bénéfiques de ce jeûne, un jour par semaine ou de la restriction calorique. Le problème arrive quand on est malade, et je trouve que un patient qui est porteur d'un cancer et qui a, comme 40% des patients cancéreux, des signes de dénutrition, soumettre ce patient à un jeûne avant la chimiothérapie, c'est criminel. Voilà, donc j'ai un avis assez tranché, assez bénéfique sur quelqu'un en bonne santé bien portant, a fortiori avec des facteurs de risque comme l'obésité, le diabète, ainsi de suite. Pas le diabète insulinodépendant, évidemment, parce que jeûne et insuline, c'est quand même assez moyen, on est d'accord. Et sinon, un avis très négatif chez des personnes malades. Alors, sauf, et on reste dans la neurologie, sur le régime cétogène, dont la seule indication, c'est l'épilepsie, ne répondant pas au traitement, où là, il y a des effets tout à fait positifs. Mais on parlait de nutriments essentiels tout à l'heure avec Michel sur le tryptophane. Il y a un aliment essentiel qui est également majeur au niveau neurologique, ce sont les acides gras oméga 3. Et en particulier, donc EPA et DHA, l'acide cohexaénoïque, qu'on trouve dans le poisson principalement. Et donc c'est pour ça qu'il y a des recommandations, parce que là, on ne les fabrique pas nous-mêmes. On est obligé de les avoir par l'alimentation. Ça intervient dans les membranes, dans la plastique et dans les membranes, et y compris au niveau du système nerveux. On a beaucoup dans le cerveau. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une recommandation qui a été mise à jour récemment par l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, de dire qu'il faut consommer 2 portions de poisson, dont au moins une portion de poisson gras par semaine.
Alors, on me dirait pourquoi pas manger du poisson à tous les repas, hein, on pourrait se dire. Hein. Ben, malheureusement, et c'est aussi un peu le problème des recommandations alimentaires, c'est que si vous consommez trop de poissons gras, vous allez collectionner les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, et choses qui auront des conséquences. Donc du coup, on est obligé de varier. C'est aussi un message. Et j'ai plus de micro. Si c'est bon, il est revenu. Merci. On est obligé de varier. C'est important de varier les sources d'alimentation, à la fois pour avoir le maximum de bénéfices qui viennent du maximum d'aliments différents, mais à la fois pour réduire au maximum les poisons qu'on peut trouver dans l'alimentation aujourd'hui. Alors, avant de passer aux questions dans la salle, il faut passer à une partie un peu compliquée, c'est les régimes. Alors donc, Daniela, que pensez-vous, vous qui travaillez beaucoup sur l'obésité, du fait de la multiplication des régimes, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Je vous donne mon opinion sur ça parce que je ne travaille pas directement sur ça. Nous regardons, donc nous utilisons dans notre labo des modèles des animaux et nous regardons les effets, par exemple, des diètes riches en gras, mais en gras saturé, donc pas bonnes pour la santé. Et donc on regarde la pathophysiologie qui amène à l'obésité et au diabète et les échanges qu'on peut observer au niveau de la fonctionnalité des neurones et de la glie aussi qui participe au contrôle de la prise alimentaire. Donc, pour le régime, je ne peux pas vous donner ce que je pense sur ça spécifiquement, mais plutôt je vous donne l'avis que ma grand-mère m'avait donné quand j'étais petite. Elle me disait toujours, il faut manger un peu de tout, il faut varier tous les jours. Et il faut aussi avoir connaissance de où viennent les aliments. Il faut connaître les légumes, il faut connaître les fruits. Et malheureusement, maintenant que j'ai une fille de 4 ans, je me suis aperçue par exemple qu'à l'école, beaucoup de petits enfants, ils ne connaissent pas de fruits, ne connaissent pas de légumes. Et quand j'étais aux États-Unis, j'avais des collègues qui ne consommaient pas de légumes frais, ne consommaient pas de fruits frais. Et la chose m'a beaucoup perturbée, pour être honnête avec vous. Donc, il y a malheureusement un manque à niveau culturel de connaissances de où les aliments viennent, de qu'est-ce qu'il y a dans les aliments, qu'est-ce qu'ils apportent, pourquoi c'est important de consommer, de manger des fruits et des légumes frais, de varier sa nourriture, d'avoir des poissons, d'avoir de la viande, etc. Parce que comme disait le professeur avant, c'est que nous avons besoin des aliments pour synthétiser dans notre organisme des neurotransmetteurs ou autre chose, de former les membranes de nos neurones, qui sont des membranes formées par des phospholipides. C'est important de les maintenir très fluides. Donc, c'est important d'avoir des oméga 3 qui viennent du poisson. C'est important d'avoir des acides gras insaturés qui viennent par exemple par l'huile d'olive, puisque ce type de gras nous permet de maintenir les membranes fluides. Et donc, si les membranes de nos neurones restent fluides, ils peuvent aussi mieux fonctionner. Donc, il y a une meilleure activité synaptique, il y a une meilleure plasticité synaptique. Donc, notre performance à niveau de mémoire, à niveau des capacités d'intégrer nos connaissances, s'améliore aussi grâce à ça. Alors, professeur Lejoyeux, vous avez une opinion assez tranchée sur les régimes. C'est-à-dire tout ce qui est sans gluten, sans sucre, sans sel, tout ça, c'est pas forcément bon, quoi. En tout cas, moi, j'ai une opinion assez tranchée sur l'espèce d'auto-mortification qu'il est à la mode de s'imposer, en se disant que cette espèce de masochisme hygiéniste. Mon souci est plutôt de reprendre des expériences positives, des dimensions de plaisir. Donc, méfions-nous. On a vite une fascination pour les mesures les plus contraignantes. C'est depuis le malade imaginaire, avant d'avoir travaillé là-dessus, beaucoup travaillé sur l'hypocondrie. On adore et on a une confiance extrême dans la médecine quand elle se met à être agressive. Je voulais juste vous dire un mot, puisque vous parliez des aliments. On a parlé de cerveau, mais je voulais vous parler d'une boisson qui peut vous faire un petit exercice de psychothérapie. J'ai envie de vous parler 2 secondes du thé. On a eu un bon petit déjeuner ce matin, on nous proposait du thé ou du café. Et regardez le comportement que vous avez quand vous prenez un café et quand vous prenez un thé. En général, le café, vous le prenez rapidement. D'ailleurs, on nous en proposait vite un deuxième, vous avez remarqué, ou un troisième, etc. C'est des choses qu'on va boire rapidement. Le thé va vous donner
beaucoup d'éléments psychologiques qui vont vous faire du bien. D'abord, vous ne pouvez pas le boire si vite. En général, il est chaud, donc vous allez forcément ralentir votre comportement, ralentir votre mode de pensée. Vous entendez beaucoup parler de méditation. Moi, je fais dans le bouquin que j'ai fait après celui-là, sur les saisons de la bonne humeur, ce qu'on appelle, je propose de méditer avec un H, en méditant devant un thé. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes obligé, quand vous êtes face à un thé, de vous fixer sur l'instant présent, d'être à l'écoute de vos sensations, dans la lenteur, et reprendre un petit peu. Vous voyez, si on pouvait garder ces deux jambes que sont d'un côté la nouveauté et de l'autre un peu de lenteur, un peu de conscience de ce qu'on mange au moment où on le mange, on a aussi tout ce qui peut déterminer de la bonne humeur. Formidable. Merci beaucoup. Stéphane voulait juste ajouter... Juste passer du thé au café parce que... il faut quand même considérer que le café peut être bon. Ouais. On a de plus en plus, après avoir tapé sur le café pendant des décennies, maintenant, aujourd'hui, on sait que le café, et pas tant par rapport au polyphénol, parce que vous savez qu'en France, la première source de polyphénol, c'est le café et le thé, avant d'être le vin. Hein. Donc, heureusement, ne nous en plaignons pas. Oui, heureusement. Dans une autre vie, je suis alcoologue, heureusement. Mais par contre, dans le café, c'est pas tant les polyphénols, c'est la caféine, tout bêtement. Hein. Donc le café sans alcool, dedans, on est d'accord. Hein. Donc, pas l'Irish coffee, on est d'accord, pas l'Irish coffee, mais c'est quelque chose de... voilà, mais une fois de plus, donc c'est bien. Après, il ne faut pas, pour des problèmes cardiaques et aussi pour des problèmes d'agressivité, consommer trop de café dans la journée. Donc on peut alterner café et thé, c'est bien. Formidable, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur? Oui, bonjour. J'ai bien compris que les nutriments peuvent soigner. Dans le cas de la maladie de Parkinson, est-ce que ce que l'on mange peut soigner la progression ou ralentir la progression de la maladie de Parkinson quand elle est déjà déclarée? Merci. Merci pour votre question. Je pense qu'on a des éléments de prévention qu'on n'a pas, en tout cas pas dans des grands essais thérapeutiques, reproduits pour la prévention de la progression de la maladie. Ce qui est le plus important, il faut garder des sources d'antioxydants, mais qu'on a dans une alimentation variée normale. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y a des interactions, vous savez, entre les protéines et la L-Dopa, qui fait qu'on vous dit attention, ne prenez pas la L-Dopa en même temps que des aliments riches en protéines. Et beaucoup de patients baissent formidablement la quantité de protéines et se retrouvent dénutris. Donc l'idée, c'est qu'il faut prendre le médicament en dehors de la prise de repas avec des protéines, mais certainement pas diminuer les protéines. Aujourd'hui, c'est le conseil majeur. On n'a pas malheureusement de données sur le fait de dire, tiens, si on rajoutait de la vitamine D, de la vitamine E, de la vitamine C, et ainsi de suite. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut avoir ces sources d'antioxydants par une alimentation en grande partie végétale, comme c'est conseillé chez tout un chacun finalement. Merci. Et donc la L-Dopa, c'est le traitement qui permet de ralentir la progression de la maladie. C'est le traitement de référence de la maladie de Parkinson. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Écoutez, je suis tout prêt, donc je viens vers vous. Merci beaucoup. Voilà, je voulais revenir un petit peu à ce qui s'était dit au début de cette séance qui est merveilleuse. Cette séance plus celle d'avant d'ailleurs. Voilà, je suis surpris. Pourquoi? Parce que ce que je vois depuis quelque temps, après du fait de ma spécialité, je suis gynécologue obstétricien et chirurgien des hôpitaux. Donc on a beaucoup de travail. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe actuellement? J'ai l'impression que les enfants qui viennent de naître ont une rapidité de compréhension et de faire beaucoup de choses que je n'avais jamais vues avant. Alors je voudrais savoir pourquoi. On n'en a pas tellement parlé de ça tout à l'heure, il faudra en reparler. Parce que c'est ahurissant de voir ces petits bambins. Ils sont nés, mais n'empêche qu'on commence à les entendre rapidement. Vous allez sur la promenade des Anglais, vous allez voir ces jeunes enfants faire du cyclo, du ceci, de cela, sans aucun problème. Et donc, il y a une évolution de ces enfants. Je voudrais savoir ce que mes collègues en pensent. Est-ce que l'un de vous veut répondre? C'est peut-être lié à l'alimentation? Oui.
c'est difficile de répondre Non, à cette question. On entend ce que vous dites, mais effectivement, pour aller trouver une explication, là, moi, je serais assez prudent. Merci. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y a deux personnes. Madame? Il y a une dame qui a un micro, là. D'accord. Oui, Alors, bonjour. madame. Alors, je ne sais pas si vous pourriez nous expliquer comment certaines personnes, par la méditation, peuvent s'abstenir totalement de nourriture et même d'eau chez certaines personnes. Merci. Et est-ce que c'est souhaitable aussi? Alors, on en est au tout début de la compréhension des effets de la méditation, avec quand même énormément d'effets, y compris sur l'organisation des cellules cérébrales. Tout ce qu'on montre maintenant, c'est quand même des modifications, y compris à l'IRM cérébral. Donc, véritablement, avec ce système de concentration sur l'instant présent, d'action sur ses perceptions, d'action sur ses sensations, on a des modifications du rythme cardiaque, de l'architecture des cellules. On vient de démontrer plein de choses, par exemple. On vient de démontrer qu'un quart d'heure de méditation augmente objectivement les capacités mnésiques. On se souvient mieux des choses quand on est capable de méditer. Donc, que ça agisse aussi sur des besoins physiologiques, je pense que ce champ-là de l'action par la concentration sur l'instant, sur les cellules cérébrales, est vraiment un champ complètement nouveau. Et voyez à quel point il y a énormément d'études. Au départ, on était un peu sceptique en se disant mais c'est quoi? C'est probablement un effet de suggestion, etc. De moins en moins de scepticisme, de plus en plus, j'allais dire, d'admiration quant à ce que le cerveau, confronté à cet exercice de bien-être et de santé, peut développer comme capacité. Donc ça ne m'étonne pas, et je pense que la littérature là-dessus que nous lisons très régulièrement est de plus en plus abondante. On est sorti de la méditation pratique un peu magique pour aujourd'hui faire de la méditation une pratique de développement cérébral. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une question là. Je pense que vous avez le micro, madame, et ensuite Il y a pas mal de repartira questions, là-bas. donc si on peut faire des questions courtes et des Absolument. réponses courtes, voilà, tout le monde Absolument. peut s'exprimer, c'est pas mal. Allez-y, madame. Allez-y, non? Ou est-ce... Oui, allez-y. D'accord. Daniela, peut-être sur le signal d'alerte. Lorsque l'on est malade, est-ce que... Je pense qu'il y a les deux. Je pense que, alors, Rapidement. donc, Madame fait référence au fait que quand on est malade, on n'a pas faim. Et Est-ce qu'on on doit se sait, forcer c'est quelque chose qui, moi, dans ma pratique clinique, me pose énormément de problèmes parce que moi, je soigne des patients qui n'ont pas faim parce qu'ils sont malades et qui, du coup, sont dénutris et aggravent leur maladie. Mais pour autant, effectivement, il y a certaines infections aiguës quand où le fait de ne pas manger, finalement, va permettre d'évoluer plus vite. Ça, on comprend mal, mais c'est fondamental comme question. C'est fondamental comme question. Très rapidement, parce que je pense que c'est une belle petite histoire quand même, j'ai un collègue suisse qui a une hypothèse qui est de se dire, quand l'homme des cavernes se prenait un coup de massue ou je ne sais quoi, et qu'il était malade, en fait, il était dans sa caverne. Il y avait deux types. Ceux qui avaient faim et qui devaient sortir pour chercher à manger. Et ceux-là se faisaient bouffer par les prédateurs. Et ceux qui finalement n'avaient pas faim, eh ben, ils n'allaient pas tous survivre, mais ils avaient plus de chances de survivre. Et on serait les survivants de ceux qui n'avaient pas faim. Et ce qui fait qu'on ne s'adapte pas, alors que même on serait censé, par notre contrôle de l'appétit, on serait censé, au contraire, quand on est malade, manger plus. Mais ça, c'est quelque chose qui, certainement, devra faire l'effet de recherche. C'est vraiment le contrôle de l'appétit. Non, effectivement, si je peux rebondir un petit peu sur ça, donc quand il y a une infection, quand il y a une fièvre par exemple, il y a une augmentation de la production des cytokines, donc il y a une inflammation qui est présente, qui peut être présente aussi au niveau du cerveau, parce que les cellules gliales qui sont là pour faire des protecteurs pour les neurones, pour supporter l'activité neuronale,
sont aussi capables de produire ces protéines qui s'appellent cytokines. Et s'il y a une grande quantité de cytokines, c'est bien démontré qu'à moins dans différents modèles d'études précliniques, qu'ils sont bien capables de diminuer la prise alimentaire. Et ils font part du mécanisme de la fièvre classique. Donc, quand par exemple nos enfants ils ont la fièvre et ne veulent pas manger, c'est très probablement parce que dans l'organisme il y a une augmentation, un pic de production de cytokines qui participe à ça. Mais normalement c'est bénéfique parce que l'organisme se focalise sur combattre l'infection. Voilà. Merci. Alors, une autre question là-haut, madame? Je voudrais juste un complément à ce que vous avez dit, une question complémentaire. J'aimerais, parce que le cornichon, est-ce que ça vient du cornichon? Oui, bien sûr, du cornichon ou de sa conservation dans le vinaigre. D'ailleurs, il y a des sulfites. Dans le vinaigre. C'est une Ou de la couleur. Et la choucroute, ça vient, il y a du sel. Et c'est acide aussi. Et voilà. Mais les deux sont prébiotiques. Donc les deux vont influencer votre flore intestinale. Bon, madame met les pieds dans le plat, en fait. Voilà, absolument. Écoutez, en tout cas, moi, ce que j'ai... Alors, vous savez que ça... le livre a été sponsorisé par l'association des amis des mangeurs de cornichons. Enfin, on a vraiment eu un sujet sur cette histoire du cornichon. Et comme je vous dis, je suis accueilli en salle de garde avec des cornichons. Donc, il y a vraiment voilà. C'est pas le terme, en plus, forcément, le plus gratifiant, le cornichon. Mais bon, enfin, j'assume. En tout cas, ce qui est montré, et c'est là où il faut être prudent, c'est une corrélation. C'est-à-dire que quand, dans un régime alimentaire, il y a plus fréquemment ce nutriment-là, on retrouve dans de grandes populations, et comme je vous dis, c'est des données épidémiologiques, moins de prévalence de troubles de l'humeur ou de troubles anxieux. Alors après, c'est là où on se retourne vers nos amis chercheurs et fondamentalistes. Une fois qu'on a ces données-là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que l'hypothèse que tu soulèves du microbiote est probablement la bonne, c'est-à-dire que tous ces aliments, puisque c'est pickles, yaourts, cornichons, choucroute, qui font travailler le tube digestif, lui font, c'est un peu faux, mais peut-être pas si faux que ça dans ma manière de le dire, lui font produire les molécules dont le cerveau a besoin pour rester de bonne humeur. Notre cerveau tout seul, s'il n'est pas nourri, il a vraiment une exigence de nutrition, notre cerveau. J'entends bien quand tu dis qu'il faut être prudent sur cette histoire de jeûne. Peut-être qu'on jeûne un jour de temps en temps pour stimuler une neurobiologie, mais faisons attention, à force de réfléchir au cerveau, à ne pas lui enlever ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'énergie. C'est un gros consommateur de sucre, c'est un gros consommateur d'énergie. Et puis aussi, pour ces molécules qu'on appelle les neuromédiateurs, qui sont la sérotonine, la dopamine, toutes ces molécules qui permettent aux cellules de communiquer les unes avec les autres, ces neuromédiateurs, et surtout la sérotonine, vient de ce que le tube digestif lui apporte. Donc les deux sont connectés. N'imaginons pas, moi je suis toujours très frappé quand je vois des personnes faire de l'entraînement cérébral, vous voyez, en s'affamant et en faisant des mots croisés toute la journée. Je leur dis des choses simples. Allez bouger. En bougeant, vous allez mobiliser votre énergie, vous allez mobiliser vos endorphines, manger correctement, dans un contexte sympathique, dans un contexte chaleureux. Et c'est comme ça que vous allez envoyer à votre cerveau, vous allez retrouver d'abord le bon sens médical, qui fait jamais tant de mal que ça. Et c'est comme ça que vous allez nourrir votre cerveau de bonnes sensations et des nutriments dont il a besoin pour fabriquer ces molécules de bonne humeur. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir tous les quatre. Merci Jérôme, merci à nos invités. Merci à vous. Et donc, je vous propose de passer à notre session suivante.